Décembre 2011 aura marqué l'arrêt définitif de la centrale thermique de Tracy. En raison du mazout qu'elle consommait, la centrale de Tracy polluait davantage et coûtait plus cher à exploiter qu'une centrale hydroélectrique. Voilà pourquoi on ne l'exploitait principalement que durant les périodes de pointe. Ce fut notamment le cas pendant la tempête de verglas de 1998, alors qu'elle a joué un rôle stratégique. Hydro-Québec poursuit l'objectif de préserver le patrimoine immatériel contenu dans les savoir-faire du passé. Cette vidéo témoigne des particularités inhérentes à la production d'électricité à la centrale de Tracy. C'est en 1962 que Shawinigan Water and Power amorce la construction de la centrale. Le but consiste à procurer une puissance d'appoint à son réseau de centrales du Saint-Maurice. En 1963, lors de la seconde nationalisation des compagnies d'électricité, Hydro-Québec acquiert la centrale de Tracy. Il ne s'agit alors que d'un chantier de construction. Donc à ce moment-là, Shawinigan décide de construire la centrale thermique de Tracy sur le site actuel. On fait un sondage de sol, on vérifie, le roc solide se trouve à 250 pieds. Donc les ingénieurs de Shawinigan se sont penchés sur la problématique. Puis Shawinigan tenait absolument à ce que la centrale soit construite ici, dans le cœur de l'industrie. On a creusé un trou, on a enlevé une quantité de terre équivalente au poids probable de la centrale. Là, c'est une explication qui est sommaire. C'était peut-être plus compliqué que qu'est-ce que je dis, là. Donc, on a mis une couche de roche au fond du trou. On a créé un solage de la grandeur de la centrale, mais à l'intérieur de ce solage-là, on a installé des murets. Ce qu'on a créé, en réalité, ce sont des réservoirs de ballast. Par la suite, on a commencé la construction de la centrale. Donc, l'unité numéro 1, lorsque les équipements sont arrivés, la centrale avait une tendance à faire ça à cause du poids des équipements, parce qu'on est sur un sol argileux, là. On est sur une coque de bateau. Donc, le bateau fait ça. On envoie de l'eau dans les ballasts de ce côté-là pour ramener le tout, toujours, et sous surveillance par les hydrauliciens dans le temps de Shawinigan, et tout ça, les spécialistes dans le domaine. On maintient la centrale continuellement à niveau normal pour éviter que la centrale ne vienne comme la tour de Pise. En juillet 1964, le premier groupe turbine alternateur entre en fonction, suivi du deuxième l'année suivante. Moi, j'ai débuté ici à la centrale à l'âge de 22 ans pour l'entreprise Shawinigan Water and Power qui, dans ce temps-là, exploitait les centrales électriques sur la rivière Saint-Maurice, dans la région Mauricie. Donc, Latuc, Beaumont, Grand-Mère, Shawinigan. Mais ici, mon entrée à la centrale là, a permis de me développer beaucoup et d'apprendre beaucoup de choses parce que j'étais un ancien mécanicien de marine, en réalité. Moi, j'ai débuté ma carrière comme mécanicien de marine à bord d'un navire. Puis ici, à la centrale, tous les gens qui avaient été engagés par Shawinigan à ce moment-là étaient pratiquement tous des anciens marins ou des gens qui avaient œuvré dans les raffineries de pétrole. On n'avait pas de véhicule avec ces équipements-là. On n'avait jamais vu ça, nous autres, des chaudières de 180 pieds de hauteur, des turbines qui développent 225 000 HP, des alternateurs de 150 MW. Le Québécois ne connaissait pas ça. Je suis arrivé, moi, le 3 septembre 1963, puis j'ai demeuré jusqu'à temps que les 4 unités soient mises en service. J'étais opérateur de salle de commande. On a démarré les 4 groupes, le premier et deuxième groupe. Premier groupe en juillet 64, deuxième groupe en juillet 65, troisième groupe en octobre 67, puis le groupe numéro 4 en janvier 68. J'étais à peser Saint-Piton, puis revenir en arrière, puis il m'offrirait encore le même travail. Ici, de Tracy, c'est une école. Une école pour n'importe qui. Quelqu'un qui a une chance de passer ici à la centrale de Tracy, bien c'est sûr, il y a une centrale en marche, puis avec des manœuvres, tout le kit. C'est sûr et certain que c'est enrichissant, c'est pas croyable au point de vue connaissance. T'arrives ailleurs, tu n'as plus peur de rien, là. Il n'y a plus rien qui t'énerve, il n'y a plus rien qui t'excite, là. T'as vu le pire. T'as fait tes classes dans le pire. Ça, là, cette maudite bébête-là, excuse l'expression, quand elle marche à 225 000 HP, là, il y a un rotor là-dedans qui tourne à 3600 tours minute, là.
Puis ça pèse, la partie tournante pèse à peu près 60 tonnes. Là. Fait que, tu sais, tu vois pas ça souvent ailleurs, là. Présentement, nous sommes au 5e étage de la centrale, c'est-à-dire à l'élévation où sont localisés les brûleurs. Donc, les brûleurs sur cette chaudière-là sont localisés au 5e étage et au 6e étage, un étage supérieur. Donc, ça totalise en tout 28 brûleurs. Donc, lorsque les chaudières fonctionnent à pleine capacité, il y a 28 brûleurs qui entretiennent la combustion à l'intérieur du foyer et qui consomment environ 36 000 gallons à l'heure, à pleine capacité. Donc, au niveau de ces brûleurs, vous avez, ils sont localisés par groupe de 7 par coin de chaudière. Donc, le premier brûleur inférieur qui est au bas ici, c'est les brûleurs qu'on se sert pour le démarrage de chaudière, donc pour le réchauffage progressif. Shawinigan Water and Power avait opté pour une centrale thermique au mazout, entre autres en raison de la proximité d'une usine pétrochimique de sa filiale, Shawinigan Chemicals. Installée à Varennes dans les années 1950, cette usine alimentait la centrale avec ses résidus de mazout lourd et ceux de sa partenaire, la pétrolière British American Oil. À pleine puissance, là, avec un réservoir, là, 15 jours. Oui, parce qu'à 36 000 gallons à l'heure, là, ça fait beaucoup de gallons par jour. Là. Au 9e étage, qu'est-ce qu'on retrouve? Ce sont des ventilateurs d'air forcé, comme on appelle. Pourquoi des ventilateurs d'air forcé? C'est parce que pour réaliser la combustion de ces énormes quantités de mazout-là dans le foyer de la chaudière, ça prend beaucoup d'air. Les 28 brûleurs qui sont au 5e étage de la centrale en bas, on a besoin de 2 ventilateurs d'air forcé qui vont pulser l'air forcé vers l'entrée d'air aux brûleurs qui sont au 5e étage pour favoriser la combustion. Présentement, nous sommes au 8e étage de la centrale. Donc, ce que vous voyez à gauche ici, ce sont des préchauffeurs d'air. Donc, pourquoi utilise-t-on des préchauffeurs d'air de combustion, en réalité? C'est pour éviter le refroidissement de la chaudière, donc qui impliquerait une quantité de mazout plus importante pour compenser. Ici, ce que nous avons devant nous, ce sont les sondes de température. Donc, il y a une sonde de température ici et il y en a une autre de l'autre côté de la chaudière. Lors des démarrages de chaudière, les chaudières sont froides, il faut suivre des courbes de température très spécifiques en utilisant ces sondes de température-là qui, au moyen d'un moteur électrique, d'un boîtier d'engrenage, entraînent une sonde à l'intérieur du foyer. Une mesure de température est prise, la sonde ressort automatiquement et donne toutes les informations à l'opérateur en salle de commande. Les appareils qui sont derrière moi, ce sont les souffleurs de suie. Donc, les souffleurs de suie, là, il y en a 28 par chaudière. Et la raison d'être des souffleurs de suie, c'est que lorsque la chaudière est en fonctionnement, il y a toujours des particules de cendre qui se collent sur les tubes. Donc, si on a trop de particules de cendre qui se collent sur les tubes, ça va diminuer le rendement de la chaudière. Il va y avoir un moins bon transfert de chaleur entre l'intensité des flammes dans le foyer et le métal des tubes. La vapeur balaie tous les tubes à l'intérieur du foyer. Et cette opération-là se fait en marche, en fonctionnement. Les chaudières de Tracy ont 185 pieds de hauteur. On part d'ici du 10e étage, là, on arrive jusqu'en bas, là, puis on voit le bas de la chaudière là, juste au-dessus de notre tête. Là. Ça, c'est toute la chaudière au complet. Ça a 40 pieds de long par environ 30 pieds de large. C'est un gros rectangle là, qui descend jusqu'en bas. Les chaudières de Tracy sont suspendues par une suspension à ressort. Première raison, laisser la libre dilatation de la chaudière vers le bas. Parce qu'une fois que la chaudière est à pleine température ici, elle a dilaté de 7 pouces. Parce qu'à l'intérieur du foyer, on est à 1500 degrés Celsius. Donc, le métal, ça se dilate. 7 pouces de dilatation, libre dilatation vers le bas. Maintenant, au point de vue sismique, si on a un tremblement de terre, la suspension à ressort va absorber le mouvement
de la secousse sismique. Les chaudières, eux autres, là, génèrent 1 150 000 livres de vapeur par heure. Ça veut dire que chaque chaudière évapore 115 000 gallons d'eau dans une heure. 115 000 gallons d'eau, c'est de l'eau, là, qui se convertit en vapeur pour venir alimenter la turbine. Donc, on n'est pas pour prendre ce 115 000 gallons d'eau-là que l'on a converti en vapeur et de l'envoyer comme ça dans l'atmosphère. Il n'y a pas une centrale thermique qui pourrait arriver à fonctionner dans ces conditions-là. Donc, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que la vapeur fait son travail au travers du corps haute pression, moyenne pression, basse pression. C'est des turbines à trois quarts. La vapeur rejoint finalement à la partie inférieure un condenseur principal, comme on appelle. Donc, dans ce condenseur-là, il y a 11 500 tubes dans lesquels circulent 52 000 gallons d'eau par minute. La vapeur frappe les tubes. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se recondense. On la retrouve sous forme liquide dans le fond du condenseur principal. C'est repris par des pompes et l'eau est retournée dans le système. Donc, ça veut dire que notre système fonctionne en circuit fermé. À l'origine de la construction des premières chaudières de la centrale de Tracy, c'était des chaudières à ce qu'on appelle à foyer pressurisé. À ce moment-là, les enveloppes de chaudière n'étaient peut-être pas tout à fait assez étanches à un moment avec le temps pour supporter cette légère pression-là. Donc, on a décidé d'amener les foyers des chaudières légèrement sous vide. Donc, pour ce faire, on a installé à l'extérieur des gros ventilateurs, ce qu'on appelle de soutirage. Des ventilateurs là, qui aspirent dans le foyer et qui maintiennent le foyer à une pression négative. Et les ventilateurs répulsent ces gaz-là vers la cheminée. Donc, tout passait par ces ventilateurs de soutirage-là. Donc, du foyer, ventilateur de soutirage, cheminée, puis vers l'extérieur. En plus de ça, on a rallongé les cheminées. Les cheminées qui étaient tout de même d'une certaine longueur, localisées à peu près à 250 pieds du sol. On a augmenté la longueur jusqu'à environ 540 quelques pieds. On a doublé la hauteur des cheminées pour favoriser une meilleure dilution dans l'atmosphère. Nous sommes ici sur la partie supérieure de la chaudière. C'est l'endroit où le ballon de vapeur est installé et qui va permettre de récupérer toute la vapeur produite par le foyer de la chaudière. Et dans ce ballon, c'est à ce moment-là que l'eau et la vapeur sont séparées physiquement. Donc, il faut séparer l'eau et la vapeur physiquement parce que les turbines qui sont au 3e étage en bas, qui vont recevoir cette vapeur-là, ne peuvent pas tolérer une goutte d'eau. Il ne peut pas avoir de l'eau dans ces turbines-là. Ce n'est pas comme des turbines hydrauliques, des turbines vapeur. Donc, ici, nous sommes dans la salle des machines de la centrale thermique de Tracy, donc la salle des turbines, qui comprend 4 groupes de turbines alternateurs, du numéro 1 au numéro 4. Au niveau de la caractéristique de ces turbo-alternateurs-là, ce sont des turbines et alternateurs qui ont été conçus en Angleterre. Ils ont été fabriqués par la compagnie Parsons d'Angleterre. Donc, ce sont des turbines qui développent 225 000 forces, 225 000 HP pour produire 150 MW aux bandes des alternateurs. Les alternateurs de la centrale de Tracy sont refroidis aussi à l'hydrogène. Donc, pourquoi l'hydrogène? Parce que l'hydrogène, c'est le gaz qui possède la meilleure capacité réfrigérante. Le cendrier qui est dans le bas de la chaudière, ça fait réellement partie de la conception de la chaudière elle-même. L'histoire du cendrier, c'est une décision de Shawinigan Water and Power qui, à ce moment-là, avait décidé de faire construire des chaudières qui donnaient plus de flexibilité au niveau de l'achat du combustible. C'est-à-dire qu'on a débuté avec le mazout comme combustible, qu'on payait à ce moment-là 2 $ le baril. C'est ce que ça a beaucoup changé. Mais Shawinigan a dit, si le baril de pétrole augmente trop,
on veut se garder la possibilité de convertir la chaudière au charbon. Pourquoi cendrier? Parce que le charbon laisse beaucoup plus de résidus que le mazout. Le mazout, là, c'est pratiquement rien. Présentement, nous sommes dans la salle de commande de la centrale thermique de Tracy. Donc, cette salle de commande a subi une très grande rénovation pour réduire la taille des mécanismes de contrôle. Donc, qu'est-ce que ça représente, tous ces écrans-là? Ça représente la surveillance globale de la centrale. À l'arrière de moi, vous avez un autre panneau de commande. Ce panneau-là, ici, c'est le panneau de la sécurité. Il n'y a rien dans ce panneau-là qui passe au travers de la chaîne informatique. Tout est direct. Donc, il faut laisser de la place aussi au manuel, puis à l'instantané. Il y a 58 personnes qui travaillaient ici à la centrale lorsqu'on avait deux groupes en marche. Avec Shawinigan Water, là, ça comprenait les opérateurs, les mécaniciens, électriciens, le personnel de bureau. Donc, 58 personnes. Hydro-Québec a construit les groupes 3 et 4. À ce moment-là, on a engagé du personnel. Là, on a monté à peu près à 100... Le chiffre juste, c'est 101 personnes. Disons comme ici, Tracy, là, on a trois catégories d'opérateurs, si on peut dire. Il y a un premier opérateur qui, lui, est responsable de 2 unités. Sous sa responsabilité, il y a 2 opérateurs de tableau, 2 opérateurs de salle de commande qui font les manœuvres selon les besoins du réseau, puis les montants en charge, les baisses de charge, tout ça. Mais lui, le premier opérateur, c'est lui qui est responsable de la production, il est responsable des démarrages, des arrêts, puis de la communication avec soit le réseau provincial ou les centres d'exploitation, pour les montées en charge ou les baisses de charge. C'est lui qui s'occupe de ça. Puis, en dessous des opérateurs de salle de commande, eux autres, ils reçoivent toujours leurs ordres du chef opérateur, du premier opérateur qui dit « OK, baisse la température, c'est trop haut » ou quelque chose comme ça. Là. Monte la charge, baisse la charge. Puis finalement, en troisième lieu, il y a 3 opérateurs, des opérateurs d'équipement auxiliaires qui patrouillent la centrale continuellement pour s'assurer que tous les systèmes fonctionnent bien, les températures sont bonnes, les débits d'eau de refroidissement, c'est correct. Parce qu'ils n'ont pas seulement que dans la centrale, là, ces gars-là, là, ils ont le poste de transport en avant, il faut qu'ils aillent l'inspecter, ils vont faire les manœuvres là. Vous avez la station de pompage en arrière de la centrale aussi, à faire les manœuvres requises, le nettoyage des fils, puis tout ça. Donc, les gars, puis en plus de ça, entre-temps, bien, aller nettoyer des brûleurs en haut, là, parce qu'il faut qu'ils soient nettoyés, ces brûleurs-là. Fait que les jeunes, là, ils ont de l'ouvrage. Les 3e opérateurs, là, beaucoup de travail. C'est difficile de ne pas s'attacher à la centrale de Tracy. Premièrement, justement, par son côté exceptionnel. On est une centrale thermique, puis à Hydro-Québec, des centrales thermiques à la vapeur, c'est la seule. Notre fiabilité était pratiquement de 100 %. Lorsqu'on partait de Tracy, on tenait. Puis lorsqu'on part de Tracy, c'est parce qu'on en avait besoin sur le réseau. On est en période de pointe. C'était pas le temps que Tracy nous lâche. J'ai pris ma retraite en 2003, puis je ne suis pas revenu depuis ce temps-là. Mais moi, je vous remercie de m'avoir invité parce que ça a réveillé en moi beaucoup de choses. Puis ça m'a vraiment permis quasiment de faire le point sur ma vie de travail. À qui je vais raconter tout ce que j'ai fait? Je n'ai jamais raconté, moi, tout ce que j'ai fait dans ma vie. À personne. Qui va être intéressé, quelqu'un dans la rue ou dans la famille, qui dit « Hey, parle-moi donc de la centrale thermique de Tracy, comment que ça marche? » Je te dis « La centrale nucléaire, comment elle fonctionne? » Puis il n'y a vraiment personne qui m'a posé de questions. Fait que tu gardes ça en dedans de toi-même, puis tu dis « Bon, je l'ai vécu, j'ai cette expérience-là. » Mais l'opportunité que j'ai eue depuis 2 jours avec vous autres, mes amis, de me permettre de raconter ces choses-là, raconter des choses. Parce que dans la vie, il faut qu'il y ait quelqu'un qui te regarde vivre à un moment donné. C'est important. Fait que sur ça, je vous remercie. Vous êtes bien gentil.